Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo littéraire, et pas n'importe laquelle, une des vidéos les plus excitantes et les plus attendues de l'année, puisqu'aujourd'hui je vous présente mon bilan lecture de l'année 2025. Voici comment on va s'y prendre pour ce bilan lecture de l'année 2025. Pour la première fois, je vais répondre à une série de questions. Il y a 25 questions qu'on a créées ensemble. Je trouvais aucun tag, aucune liste de questions qui me convenait parfaitement, donc j'ai décidé de créer les questions à partir de vos idées et d'idées que j'avais déjà. Donc ça donne une liste de 25 questions à laquelle je vais répondre et à laquelle je vous invite bien sûr à répondre dans les commentaires. Je mettrai la liste des questions en description. Et si vous êtes créateur, créatrice de contenu littéraire, n'hésitez pas à reprendre ces questions pour faire vos bilans lecture de l'année. Ça me ferait très plaisir de vous voir y répondre. On va donc parler coup de cœur, déception, abandon, meilleure lecture, livre émouvant, tout ça. On va aborder des livres dont je vous ai déjà parlé, mais aussi des livres que je n'ai pas eu le temps de présenter et de mentionner sur la chaîne. Je dis qu'on va parler meilleure lecture, elles sont un petit peu camouflées parmi toutes les questions et les réponses aux questions surtout, puisque dimanche prochain sortira une vidéo dédiée à mes 10 meilleures lectures de l'année, mais pour le bilan général, le panorama de cette année de lecture 2025, c'est maintenant. Je voudrais commencer par dire que 2025 a été une très bonne année de lecture pour moi. Je me suis beaucoup épanouie dans mes lectures. Et je me suis aussi beaucoup épanouie sur Booktube puisque ça fait 1 an et demi, enfin ça va faire bientôt 2 ans que j'ai cette chaîne. Je voulais vous remercier si vous me suivez depuis longtemps ou non pour votre soutien. Ça me fait vraiment très plaisir, enfin je le dis à chaque fois, mais ça me procure une grande joie en fait de voir cette communauté qui grandit et toutes les discussions qu'on peut avoir autour des livres. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires. En fait cette année j'ai poursuivi le chemin que j'avais commencé l'année dernière. L'année dernière c'était la première année que je lisais en dehors du cadre universitaire, vraiment en dehors de toute forme d'études. Et donc c'était assez particulier parce que mes lectures avaient toujours été influencées largement par mes études, de manière plus ou moins forte en fonction des années, mais tout de même très fortement. Et cette année encore, je ne suis plus en études, et j'ai poursuivi un certain nombre de découvertes, de lectures que j'avais faites l'année dernière. Ça concerne par exemple concrètement le fait de lire plus de littérature contemporaine, mais aussi de lire plus d'autrices. Et cette année, sans le faire exprès, on va dire, j'ai lu non seulement une majorité d'autrices, plus d'autrices que d'auteurs, mais j'ai même lu 2 fois plus d'autrices que d'auteurs, mais je veux dire sans y prendre vraiment garde, donc c'est aussi un signe que je m'émancipe du canon littéraire qui est quand même largement masculin. J'ai donc intégré vraiment naturellement de nouvelles pratiques de lecture, on va dire, dans mon quotidien, et j'ai aussi lu des livres que je voulais lire depuis très longtemps, et ça j'en suis très contente, et j'ai fait vraiment de très belles découvertes. Vraiment c'est une année sous le signe de la belle découverte, je pense. Et j'ai très hâte de vous en parler, donc on passe aux questions. La question 0, on va dire, parce que c'est une question un peu facultative, c'est le nombre de livres lus. J'ai lu environ 75 livres cette année. Je dis environ parce que, bon, déjà, l'année n'est pas finie. Il reste une semaine avant la fin de l'année au moment où je tourne cette vidéo. Et puis, il est possible que j'ai mal compté. Donc, on va dire environ 75 livres. Je vous le dis ici pour vous donner un ordre d'idée, parce que, enfin, pour juger un petit peu du nombre de livres que je vais vous présenter, tout ça, c'est beaucoup moins que certaines personnes, c'est beaucoup plus que d'autres personnes, aucun jugement par rapport à ça. Je pourrais dire que c'est pas très pertinent comme chiffre, mais moi quand même ça me fait plaisir parce que j'ai lu presque 2 fois plus que l'année dernière. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, l'année dernière, en me lançant sur Booktube et en travaillant beaucoup par ailleurs, j'avais vraiment moins de temps pour lire et c'était tout à fait ok. Enfin moi j'ai pas d'objectif de nombre de livres à lire, c'est le ressenti général sur l'année. Là je sens que j'ai plus lu, c'est une des années où j'ai le plus lu je pense, et j'en suis très contente, et j'ai lu des œuvres vraiment qualitatives, donc c'est pour ça que moi je suis très contente avec ce chiffre. Et voilà, ça vous donne un ordre d'idée par rapport au nombre de livres que je vais vous présenter ensuite. Première vraie question, les régions littéraires explorées. Bon, qui n'est pas une question, mais quelles sont les régions littéraires que j'ai explorées? Bon, là, je suis restée dans ma zone de confort en un sens, puisque la majorité des livres que j'ai lus sont des livres de la littérature française,
voilà, je lis beaucoup de littérature française, c'est un peu mon truc, donc ça ne m'étonne pas grandement. Et ensuite, j'ai lu des livres de littérature étrangère, mais il n'y a aucun pays qui ressort vraiment. Le deuxième pays, je crois que c'est l'Italie avec 6 livres, et il doit y avoir les États-Unis. J'ai lu 5 livres d'auteurs et d'autrices états-uniens et états-uniennes. J'ai aussi bien découvert la littérature belge et la littérature francophone de manière générale, puisque j'ai aussi lu une autrice suissesse et une autrice québécoise. Voilà, on n'est pas non plus sur un tour du monde. Il y a d'autres pays, je vais pas tous vous les citer, mais on m'avait demandé un livre d'une littérature que j'avais encore jamais lue. Alors j'avais déjà lu un livre de littérature hongroise, mais c'était il y a longtemps et j'en ai aucun souvenir. Donc cette année, j'ai lu un livre de littérature hongroise, c'est Anna la douce de Doje Kostolany. J'espère que je prononce ça à peu près bien. Donc ça peut être une forme de découverte. Voilà, je suis aussi attachée à redécouvrir des textes d'Europe centrale. Ça c'était pour l'Europe centrale. Bon. Deuxième question, les genres littéraires explorés, et là non plus pas d'énormes surprises puisque j'ai lu une majorité de romans. Sur environ 75 livres, j'ai lu environ 60 romans, donc ça vous donne une idée, on est sur un quota très élevé de romans, mais j'ai adoré, c'était trop bien. J'ai aussi lu quelques recueils de textes, donc qui sont aussi d'une forme de récit. Je crois qu'il y en a 3. J'ai lu 4 essais, 4 romans graphiques, j'ai lu seulement 2 pièces de théâtre, j'aimerais bien en lire un petit peu plus l'année prochaine. Et la poésie c'est une hécatombe ces 2 dernières années. J'ai lu, alors j'ai jamais été une énorme lectrice de poésie, hein, mais il m'arrivait d'en lire quand même un peu plus que ça. Là j'ai lu on va dire un recueil et demi, parce que je suis encore en train de lire le recueil de Cécile Coulon. Donc voilà, j'ai pas lu énormément de poésie. J'aimerais bien en lire un peu plus. J'ai pas d'objectif, je veux pas en lire énormément, mais juste un petit peu plus parce que c'est quand même un genre que j'apprécie. Et mon regret vis-à-vis des genres, alors littéraires ou non, parce que là je vais évoquer quelque chose qui est pas littéraire à proprement parler, mais c'est de pas lire assez de philosophie. Depuis que je ne suis plus en études de philosophie, je n'ai pas fini un seul livre de philosophie, je pense. Peut-être un. Voilà, je lis pas assez de philosophie, j'aimerais m'y remettre, mais je trouve que c'est quand même assez difficile quand on a complètement lâché les études, donc voilà, c'est compliqué. Ah oui, je suis en train d'en lire un, mais bon voilà. L'objectif, ce serait quand même d'essayer de réincorporer un peu de philosophie, de poésie, et puis de lire toujours autant de romans, parce que j'adore ça. Et pour finir ce panorama général, je voulais évoquer les époques littéraires qui ont été explorées. Encore une fois, on n'est pas surpris, beaucoup de 19e siècle et de 20e siècle, beaucoup plus de 20e siècle que 19e siècle d'ailleurs, j'ai pas tant, enfin j'en ai lu quand même beaucoup, mais j'ai pas tant exploré le 19e siècle cette année, donc peut-être que je me replongerai de nouveau dedans un peu plus sérieusement l'année prochaine, mais j'ai fait quand même de très belles découvertes dans ces 2 siècles. Le 20e siècle c'est quand même la littérature que je lis le plus, j'ai l'impression. Mais je me suis dit que ce serait sympa de vous mentionner le livre le plus ancien et le livre le plus récent que j'ai lu, puisque on s'est concentré sur ces 2 siècles, mais mes lectures vont du XVIIe au XXIe siècle, et pas seulement avec un livre à chaque fois, il y a plusieurs livres de ces 2 siècles. Le livre le plus ancien que j'ai lu, c'est Le médecin malgré lui de Molière, c'est une pièce de théâtre donc, qui a été jouée pour la première fois en 1666. Et le livre le plus récent que j'ai lu, et dont je ne vous ai jamais parlé il me semble, c'est Allée des Immortels de Florian Préclair, qui est paru aux éditions Actes Sud en 2024. Et c'est un court roman, alors je vous fais pas le topo sur tous les livres que je vous mentionne, Le médecin malgré lui, bon c'est une farce de Molière, et Allée des Immortels, c'est un roman qui est assez court, que j'avais pris par hasard à la bibliothèque, j'en avais jamais entendu parler nulle part, et il était mis dans les coups de cœur à la bibliothèque il me semble, et je l'avais feuilleté, j'avais trouvé ça très intéressant. Il se trouve, bon ça n'a pas été une lecture extrêmement marquante, on sent que l'auteur est prof de lettres, d'ailleurs dans le style, ce qui peut être un petit peu lourd par moment, mais qui était quand même très beau et très doux, c'est sur les liens transgénérationnels, notamment entre femmes, et il y a une narration à la 2e personne du singulier à certains moments. Je trouvais qu'il y avait un cadre, une atmosphère très intéressante. Malheureusement, il ne me reste pas énormément de choses, mais c'est un livre que j'avais apprécié découvrir, et c'est le livre le plus récent, le plus neuf que j'ai lu cette année. On passe aux questions avec des réponses vraiment spécifiques, on va mentionner une œuvre à chaque fois. Et la première de ces questions, c'est le premier livre que j'ai lu cette année. Et le premier livre que j'ai lu cette année, c'est Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, qui était dans ma pile à lire pour 2025, un roman que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas encore s'il fera partie de mes meilleures lectures de l'année, mais j'ai vraiment aimé ce roman. C'est un roman qui a été publié en 1900, je sais pas si vous connaissez Octave Mirbeau, c'était la 2e fois que je lisais cet auteur. Je l'avais lu avec un roman qui s'appelle Dans le ciel, parce que ça parlait d'un artiste
et que j'ai travaillé sur la figure de l'artiste, mais ça m'avait pas trop convaincue. Et Le journal d'une femme de chambre, c'est avec Le Jardin des Supplices, un de ses romans les plus connus, et Le Jardin des Supplices me tente pas trop, donc j'étais partie sur Le journal d'une femme de chambre, dont le sujet pour le coup m'attirait beaucoup, puisque c'est littéralement le journal d'une femme de chambre, c'est Célestine qui raconte sa vie en tant que femme de chambre. En fait, elle entre dans une nouvelle place, et elle revient sur sa vie. Donc il y a plein de souvenirs diffus et en même temps il y a une intrigue liée à l'endroit où elle se trouve à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Voilà, c'est pas commun à l'époque de Mirbeau de prendre le point de vue d'une femme de chambre qui révèle en plus toute la crasse, voilà, toute la pourriture, toute l'ordure en fait du beau monde. Donc c'est très très intéressant, très bien fait, magnifiquement écrit, très pertinent, enfin franchement un livre incroyable que je vous recommande mais à 100%. Le plus gros livre lu maintenant, alors j'ai pas compté les pages de tous mes livres, mais il me semble que c'est indéniablement Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas qui est juste ici. Donc vous voyez, en 2 tomes qui font à peu près 900 pages chacun, donc je pense qu'il y a peu de concurrence. J'ai pensé au Maître et Marguerite, mais je crois que c'est 2 fois plus court. Donc voilà. Je l'ai juste ici, ils ont un peu souffert parce que je les ai lus cet été. Oui, je suis désolée, j'ai pas tous les livres parce que je suis chez mes parents pour les vacances et que c'est pas là que je stocke tous mes livres, à part les gros pavés que j'avais pas voulu ramener dans ma valise. Je ne présente pas Le Comte de Monte-Cristo, cette histoire de vengeance, un chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, donc du 19e siècle. Génial, incroyable, parfait. J'ai adoré Le Comte de Monte-Cristo, c'était 2000 pages qui en valaient la peine, 2000 pages addictives que j'ai lues en moins de 2 semaines je crois, donc le plus gros livre lu, mais loin d'être le plus compliqué à lire, j'ai adoré Le Comte de Monte-Cristo. Le livre que j'ai enfin lu. Comme je le disais au début de la vidéo, il y en a beaucoup. Des livres que j'ai enfin lus, je me suis motivée cette année à lire que ce soit des classiques, des grands classiques que je repoussais, enfin ou que j'avais pas eu le temps de lire, donc comme Le Comte de Monte-Cristo, Le Maître et Marguerite, mais aussi Le Portrait de Dorian Gray ou Carmilla, donc des classiques que j'ai enfin lus cette année. Et il y a aussi des livres dont j'entendais parler depuis longtemps sur les réseaux sociaux ou ailleurs, par exemple Marie-Claire de Marguerite Audoux, que j'ai enfin pu lire. Mais je pense que la meilleure réponse à cette question, c'est la saga L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, dont j'ai les tomes 2 et 3 ici. Voilà. C'est une saga en 4 tomes qui a été publiée entre 2010 et 2014 si je ne dis pas de bêtises. C'est un best-seller du 21e siècle, un livre dont on entend parler depuis 15 ans littéralement, auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressée parce que je suis pas quelqu'un qui lit les best-sellers du 21e siècle, c'est pas une raison pour moi de lire ces textes, mais j'en ai de plus en plus entendu parler par des personnes de plus en plus diverses, des personnes qui ont des goûts différents et ça avait l'air de plaire à tout le monde, donc je me suis dit ça peut me plaire. Et en effet ça m'a beaucoup plu, c'est l'histoire d'amitié entre... Ah les prénoms. C'est l'histoire d'amitié entre Elena et Lila et Raffaella dans le Naples des années 50, mais on ne reste pas dans les années 50, c'est le premier tome qui se déroule dans les années 50, puisqu'on suit toute leur vie dans cette Italie de la seconde moitié du XXe siècle, au départ dans un quartier populaire de Naples. Beaucoup de questions évoquées, beaucoup de thèmes abordés, voilà, le fond historique, politique est très présent et c'est très intéressant, les personnages sont d'une complexité folle, leur relation aussi est très complexe, magnifique en fait de subtilité et d'évidence et de justesse, et il y a quelque chose vraiment de très vrai dans cette histoire qui m'a beaucoup touchée, et le style n'est pas incroyable, mais il y a indéniablement des qualités littéraires qui ne tiennent pas tant de la forme, on va dire, du choix des mots, voilà, mais que des techniques de narration et de la manière d'amener les choses, de présenter les personnages, leur psychologie, tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette, ça a été une très très bonne lecture et je suis vraiment ravie d'avoir découvert en 2025, après tout le monde, L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Le livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Je trouve que c'est une question très intéressante et j'y répondrai sans aucun doute en mentionnant Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un ouvrage de science-fiction contemporaine. Et je ne lis pas de science-fiction, je n'ai quasiment jamais lu de science-fiction. J'aurais du mal à citer des livres. C'est un texte que j'avais lu lors d'un petit challenge lecture 24 heures de lecture, donc vous avez un avis détaillé dans cette vidéo sur la chaîne. J'ai bien aimé ce court roman qui est le premier tome d'une duologie ou d'une trilogie. J'ai bien aimé, mais j'en attendais beaucoup plus. J'en attendais vraiment beaucoup plus. Après il est assez court, et c'était sympa.
C'est assez doux, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire, ça m'a fait du bien, c'était rafraîchissant. Maintenant, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé d'autres livres de Becky Chambers, de cette autrice qui est quand même largement plébiscitée aujourd'hui, en me disant que Un somme pour les recyclés sauvages, qui m'avait attirée par son titre que je trouve absolument magnifique. D'ailleurs le deuxième tome s'appelle Une prière pour les signes timides, il me semble, enfin je trouve que c'est des titres magnifiques, donc c'est pour ça que j'avais été attirée par ce texte, en plus d'en avoir beaucoup entendu parler. Mais vous m'avez conseillé d'autres livres me disant que celui-ci n'était pas le meilleur, donc sans doute que je continuerai ma découverte de Becky Chambers avant de peut-être plonger dans d'autres œuvres de science-fiction. Le livre qui n'a pas été lu cette année, et ça c'est assez facile pour moi d'y répondre dans la mesure où j'avais fait une pile à lire pour 2025. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce format de 12 livres pour 2025, c'était parfait. Et il y a un seul livre que je n'ai pas lu dans cette liste, donc c'est facile pour moi de répondre. Il s'agit de L'autre moitié du songe m'appartient d'Alessia Gallienne, donc c'est donc un recueil de poèmes qui a été publié en 2020 aux éditions Gallimard, mais Alessia Gallienne est morte en 1990, très jeune, son recueil a été publié bien après. Je regrette de ne pas l'avoir lu cette année, j'ai essayé, j'ai lu les premiers poèmes, mais j'étais pas dedans. Cette année, j'étais pas d'humeur à lire de la poésie, j'avais pas l'espace, je trouve qu'il faut un espace mental, une disposition très particulière pour lire de la poésie, enfin, c'est quand même quelque chose, ça se lit pas comme un roman en fait, et je pouvais pas m'y mettre de la même manière. Et là, j'ai pas réussi à entrer dans le recueil, même si je sais qu'il est magnifique et que je le lirai, de toute manière je l'ai acheté, je vais le lire. Mais malheureusement cette année je ne l'ai pas fait et c'est le livre qui n'a pas été lu pour moi en 2025. Le livre que je n'ai pas terminé, alors là il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs. Il y a tout d'abord Portrait de femme d'Henry James qui aurait été en fait ma première lecture de l'année avant le journal d'une femme de chambre si je l'avais fini, mais je l'ai pas du tout fini. Je crois que je le reprendrai pas, faut pas que je me berce d'illusions. J'ai lu quand même au moins 200 pages, mais c'est une belle brique qui doit faire 700-800 pages et j'ai pas du tout été prise par l'histoire. Je m'ennuyais profondément. Portrait de femme, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Isabelle, il me semble, qui est originaire des États-Unis et qui vient découvrir l'Europe chez sa tante. Enfin, d'abord chez sa tante, puis avec sa tante. Elle découvre plusieurs pays d'Europe, il y a des histoires de mariage, d'amour, tout ça, mais tout pour me plaire en fait, tout pour me plaire normalement, mais avec Henry James, on n'arrive pas à se parler, en tout cas il n'arrive pas à me parler, c'est malheureux, mais je n'aime pas en fait la manière dont il présente les personnages, j'aime pas leur psychologie, j'aime pas la narration, j'aime pas Henry James, je crois. Je sais pas pourquoi j'ai envie quand même d'insister, il y a un de ces romans où je me dis ça peut marcher, mais là Portrait de femme ça l'a pas fait. Ah oui, et si vous me connaissez pas, c'est pas du tout le premier roman d'Henry James que je lis, hein, j'en ai lu au moins 4 ou 5 avant, donc c'est en connaissance de cause que j'affirme ce que j'affirme. Le deuxième roman qui n'a pas du tout été fini, c'est La vie mode d'emploi de Pérec, qui était dans ma pile à lire pour 2025. Je m'ennuie. Il s'agit de la vie d'un immeuble parisien, donc on voit un petit peu tous les habitants, on passe d'un appartement à l'autre, c'est très descriptif. Il y a aussi quelques épisodes de narration, on va dire, on va raconter les histoires de telle ou telle personne. C'est très beau, c'est drôle, c'est subtil, c'est intelligent, il y a aucun doute là-dessus. Mais je m'ennuie et donc je ne l'ai pas repris et je ne sais pas si je vais le reprendre, je ne sais pas si je vais le reprendre de sitôt. Honnêtement, c'est pas ma priorité et malheureusement je ne l'ai pas fini. Et le troisième livre que je n'ai pas fini, je vous en ai parlé très récemment, c'est Sur les ossements des morts d'Olga Tokarczuk. On est donc sur un roman contemporain paru en 2009 il me semble, de l'autrice polonaise Olga Tokarczuk qui a reçu le prix Nobel de littérature, donc je ne suis personne pour dire que ce roman n'est pas bien. D'ailleurs, j'avais lu un de ces romans que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, mais pour l'instant, avec Sur les ossements des morts, ça ne passe pas du tout. Je n'accroche pas avec la narration, je n'accroche pas avec la manière dont l'histoire est racontée, le point de vue, alors même que je pensais que c'est ce qui allait me séduire et que l'histoire, de ce que j'en connais en tout cas, m'attire beaucoup. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas fini Sur les ossements des morts, peut-être que je le reprendrai. On verra. Et aussi, c'est ridicule, mais il me reste un essai à lire dans le recueil d'essais d'Emma Goldman, L'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Mais ça, je vais le lire avant la fin de l'année parce que c'est pas possible. Je sais pas pourquoi j'ai laissé juste un essai. Le livre qui m'a déçue, vous le savez peut-être, ma plus grande déception de l'année, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. C'est un classique de la littérature russe du XXe siècle. C'est un roman dans lequel Satan s'invite à Moscou.
tout simplement. J'attendais énormément de ce roman qu'on m'avait vendu comme le plus grand chef-d'œuvre de la littérature mondiale de tous les temps, ce que je n'ai pas trouvé être le cas. Voilà, j'avais des attentes démesurées pour ce livre, c'est pour ça que ma déception est très forte, mais honnêtement ça ne l'a pas fait avec moi. Peut-être que je l'ai lu trop tard, peut-être que j'aurais dû le lire quand j'étais plus jeune, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un bon livre, même si à titre personnel, je me suis beaucoup ennuyée pendant la lecture. Mais c'est pas pour moi le chef-d'œuvre qu'on m'a vendu. Donc voilà, je sais que c'est une unpopular opinion, que je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais je ne dis vraiment pas que c'est un mauvais livre. Et puis le canon littéraire vous donne raison, ne vous inquiétez pas, mais moi j'ai été déçue par Le Maître et Marguerite, vraiment assez fortement. Et si vous voulez un petit bonus inédit, je viens de lire La Duchesse de Langeais de Balzac, que j'ai détesté. Et que je ne m'attendais pas à détester puisque c'est le deuxième tome de la trilogie L'Histoire des 13, dont le premier tome est Ferragus, qui est un livre dont je vous ai souvent parlé et que j'adore, mais j'adore profondément quoi. La Duchesse de Langeais, j'ai trouvé ça nul, donc voilà, petit bonus inédit. Je trouvais intéressant de mettre une question sur le livre qui nous a échappé, le livre qu'on n'a pas compris. Parce que ça arrive, et moi il y en a eu un cette année, et c'est une pièce de théâtre, c'est Les Poissons Rouges de Jean Anouilh. Je peux même pas vous dire de quoi ça parle, je n'ai rien compris. J'ai pas compris où Anouilh voulait aller avec cette histoire, j'ai pas passé un bon moment en la lisant, j'ai pas compris. Si vous avez des éclaircissements sur cette pièce, j'en ai demandé mais personne ne l'a lu autour de moi. Dites-moi parce que... Sans transition, le livre le plus émouvant. J'en ai lu des livres émouvants et puis moi j'ai la larme facile quand je lis, vraiment. Je peux même pas compter le nombre de livres devant lesquels j'ai pleuré cette année. Mais le livre le plus émouvant que j'ai lu cette année, c'est indéniablement Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. C'est un recueil de textes hybrides sur son expérience à Auschwitz. Aucun de nous ne reviendra, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'intitule Auschwitz et après. Et dans ces 3 livres, Charlotte Delbo donc partage son expérience. Elle a été internée à Auschwitz à partir de 1943 parce qu'elle était une résistante communiste. Voilà, vous pouvez vous l'imaginer, absolument déchirant, très violent, très dur. J'ai encore des sensations qui me restent en tête, et même encore en fait. Je veux dire, c'est physique, c'est très physique, notamment la sensation de soif. Il y a tout un texte sur la soif, et à quel point elle a soif, et c'est une torture. C'est même à lire en fait, c'est d'une violence, et en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi je lis ça? Enfin, il y a un moment où on se dit, mais pourquoi est-ce que je lis ça? Et puis, en même temps, vient cette idée de devoir de mémoire, mais qui n'est pas rationalisée comme telle. On sent que c'est important de lire ça. C'est une lecture que je recommande à tout le monde, vraiment, lisez Aucun de nous ne reviendra, pour le témoignage, mais aussi parce que c'est une œuvre littéraire à part entière, hein. Il y a des qualités littéraires indéniables de ce texte, donc je vais pas revenir sur tout, mais c'est un texte magnifique, horrible, très très dur, qui montrera aussi que l'excuse de «on a juste appliqué les ordres», qui a été beaucoup utilisée lors des procès intentés aux différentes personnes qui ont été impliquées dans la Shoah et dans, je veux dire, le génocide de manière générale de plusieurs populations, eh bien ne fonctionne pas du tout, parce qu'on voit la torture, les traitements désastreux et le plaisir qui est pris à torturer les gens dans les camps. Voilà, je vais pas en dire plus que ça, c'est une œuvre qu'il faut lire, je pense. Le livre le plus surprenant maintenant, c'est un livre que j'ai lu très récemment, je dirais que c'est Ida ou le délire d'Hélène Bessette. Hélène Bessette est une autrice du XXe siècle qui est plutôt oubliée maintenant, que j'avais envie de découvrir depuis très longtemps, et donc j'ai emprunté plusieurs de ses livres à la bibliothèque, et puis j'ai commencé par un livre au hasard, c'était Ida ou le délire. Et les livres d'Hélène Bessette ont tous, il me semble, cette forme un petit peu surprenante quand on regarde et quand on lit. C'est un roman poétique, il y a vraiment quelque chose du récit, mais il y a une forme qui n'est pas la forme linéaire d'un roman tel qu'on peut l'imaginer. Il y a quelque chose de très fragmenté, de très répétitif. Enfin, c'est magnifique à lire, c'est incroyable à lire. J'ai été très surprise par ce texte. J'ai été surprise aussi d'à quel point il était engagé. Je pensais pas du tout en fait que l'œuvre d'Hélène Bessette était engagée comme elle l'est. Voilà, c'est très très bien. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est très surprenant dans sa forme et dans la manière dont ça raconte ce que ça raconte, parce que ça raconte quelque chose. Ce personnage d'Ida qui est vu sous toutes les coutures par toutes les personnes autour d'elle. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Ida et pourquoi est-ce qu'il lui est arrivé ce qui est arrivé? C'est incroyable, franchement une très très belle découverte encore une fois cette année, et je vais poursuivre ma découverte de l'œuvre d'Hélène Bessette.
Pour le livre le plus exigeant, j'ai un petit peu hésité. Parce que l'année dernière, je vous avais dit sans embâge, sans hésitation, que c'était Moby Dick, hein, qui avait été la lecture la plus exigeante pour moi. Cette année, j'ai un petit peu hésité, je pensais peut-être mettre un essai, mais bon, force est de constater que j'ai pas eu de difficultés majeures à lire des livres cette année. Mais j'ai pensé à Kamouraska d'Anne Hébert. Et ça me permet de mentionner Anne Hébert, qui est donc l'autrice québécoise que je vous mentionnais sans la mentionner plus tôt. Et dans Kamouraska, ce qui est exigeant, ce qui est assez difficile, c'est le style. Encore une fois, alors vous voyez, j'ai lu plein d'auteurs avec des styles marqués, marquants cette année, mais je me souviens très bien avoir eu du mal à entrer dans Kamouraska par ce style. Alors il y a deux choses que je mentionnerai. Déjà le passage du je au elle, donc de la première personne du singulier à la troisième personne du singulier, qui arrive tout le temps dans le texte, qui est très très bien fait. Parce que ça permet de montrer finalement ce dédoublement de l'identité avec le moi social et le moi profond. On pourrait dire elle est madame nanana, j'ai oublié son nom, et puis elle est cette personne, cette femme qui a ce passé sombre, qui a été follement amoureuse d'un homme. Enfin, c'est une très belle histoire d'amour, très triste et très glauque aussi, on peut dire. Enfin, c'est quelque chose qui me reste en tout cas, ce sentiment d'un petit peu poisseux, malaise, terrible aussi, hein. Et donc il y a ce passage à ces types de narration qui arrivent dans le récit, donc c'est quand même, il faut quand même suivre. Et puis le style, j'allais dire d'Hélène Bessette, d'Anne Hébert, est très particulier encore une fois, et il est particulièrement fragmenté. On a des phrases très courtes qui s'enchaînent, puis des fois c'est simplement un mot. Et alors ça, si on lit rapidement, bon, peut-être que ça pose pas de problème, mais moi je suis quelqu'un qui lit vraiment tous les mots, et quand un mot est juste détaché des autres comme ça, pour que ça m'évoque ce que ça doit m'évoquer, ça prend beaucoup d'énergie, en fait, je sais pas comment dire, mais ça marche extrêmement bien. Enfin, tout ce que je dis là sont pas des critiques, hein. C'est un livre qui est exigeant, mais ça vaut vraiment le coup, et j'ai adoré lire ce livre et découvrir Anne Hébert d'abord avec ce roman. Mais voilà, il y a ces différents éléments qui font que c'est pas évident, c'est exigeant, mais c'est une très belle lecture, et d'ailleurs je vous la recommande. Eh bien, on continue sur le sujet du style, puisque la question suivante, c'est le livre dont le style m'a profondément marqué. Et là, je vais vous parler d'une de mes meilleures lectures de l'année, mais ce n'est une surprise pour personne. Il s'agit de Novecento, pianiste, d'Alessandro Baricco. Voilà, j'ai été fracassée par ce livre de 90 pages, au style époustouflant. Surtout vers la fin, je vous ai lu dans mon dernier point lecture un passage assez long, voilà, si ça vous intéresse de l'écouter, qui m'a vraiment fait beaucoup de peine, mais qui est absolument magnifique. Alessandro Baricco, je l'ai découvert cette année, on va reparler de lui dans la suite de la vidéo. Je l'ai découvert cette année, c'est une de mes meilleures découvertes, je sais pas comment j'ai pu passer à côté pendant tant d'années, mais c'est pas grave, il est pas trop tard pour le... Vous voyez, j'ai les larmes aux yeux d'en parler parce que ce texte est juste sublime. C'est l'histoire de Novecento, le plus grand pianiste du monde qui n'est jamais descendu du bateau sur lequel il est né. Et cette histoire est racontée par son meilleur ami. Voilà, il y a l'oralité, il y a le style, il y a la poésie, il y a une forme hybride, libre, complètement libre, comme Novecento, et juste les mots d'Alessandro Baricco, en tout cas à titre personnel, je sais que c'est partagé par beaucoup de personnes, me parlent, et c'est un style voilà, qui maintenant est gravé en moi. Et puis j'ai qu'une envie en fait, c'est de relire Novecento. Du style, nous passons au sujet pour mentionner le livre qui aborde un sujet important pour moi. Et ce livre, c'est Moi aussi je pense donc je suis quand les femmes réinventent la philosophie d'Élodie Pinel. Vous vous doutez peut-être du sujet qui est abordé dans ce livre. Élodie Pinel, dans cet essai, présente la pensée de plusieurs philosophesses, plusieurs femmes philosophes, au cours des siècles qui ont été invisibilisées. Donc c'est très intéressant, très riche sur plein de points, mais c'est pas simplement qu'elle évoque ces pensées-là, et j'ai trouvé très bien justement qu'on aille en profondeur dans la découverte de certaines philosophesses, mais c'est surtout de montrer à quel point il est important d'étudier des philosophesses, à quel point il est important de les faire étudier à l'école, à quel point il est injuste qu'elles aient été invisibilisées, à quel point elles ont quelque chose à dire, leur pensée est importante, leur pensée nous donne des clés pour penser le monde d'aujourd'hui, qu'intégrer les femmes à la philosophie changerait la philosophie mais pour le mieux, et que l'avenir de la philosophie se trouve dans cette intégration enfin des philosophesses à son corpus. Donc j'ai trouvé que c'était un essai remarquable et qu'il faut mettre entre toutes les mains, et particulièrement entre les mains des professeurs de philosophie, pour qu'enfin ils fassent étudier des philosophesses à leurs élèves. Je sais qu'il y a un programme et que c'est pas eux qui choisissent les auteurs au programme, on est d'accord, mais voilà.
Question 17, le livre qui semble avoir été écrit pour moi. J'ai adoré cette question, donc je n'ai pas hésité à la mettre une seule seconde. Et ce livre, je pense que c'est Océan Mer d'Alessandro Barrico. Nous retrouvons notre Alessandro Barrico. Voilà, cette année, il y a peut-être plusieurs livres qui auraient pu entrer dans cette catégorie, et c'est pour ça en fait que ça a été une si bonne année de lecture, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont vraiment parlé et qui deviennent marquantes en fait pour moi et dans ma vie de lectrice et ma vie tout court. Océan Mer, c'est donc le premier roman d'Alessandro Barrico que j'ai lu, je l'ai lu plus tôt dans l'année, avant Novecento. C'est un roman qui est plus conséquent, que j'ai adoré par sa poésie, son style encore une fois, la philosophie. La première page c'est sur la vérité et j'ai rarement vu la question de la vérité évoquée comme ça. Et c'était incroyable et génial. Et puis en fait, il y a ce côté voilà, très triste et profond chez Alessandro Barrico. Et je pense qu'en fait c'est la mélancolie vraiment qui est très présente. Mais je trouve qu'il y a une joie aussi dans l'écriture et dans la création littéraire. Et pour vous donner un exemple parlant, juste les personnages d'Alessandro Barrico. Barthelboum. Enfin, tous ces personnages sont des figures vraiment lumineuses pour moi. Il y a quelque chose de la lumière qui émane d'eux. Et je trouve que c'est sublime ce mélange. Puis voilà, c'est un livre qui est très très riche, qui joue beaucoup en fait avec la littérature, avec le langage, par le style comme on l'a dit, mais avec la littérature, il y a des pastiches, il y a de la parodie, il y a de la création, il y a de la nouveauté, c'est parfait. C'est comme si ce livre avait été écrit pour moi parce que quand je l'ai lu, je me suis dit ah ouais, ok, là c'est comme si on se superposait et qu'on ne faisait plus qu'un et que maintenant ma vie n'était plus la même. Voilà, tout simplement. Le livre qui m'a fait le plus de bien. J'ai aussi trouvé que cette question était très chouette, donc j'avais envie de la mettre dans la liste sans savoir exactement ce que j'allais répondre parce que c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on lit des livres bon, qui nous font pleurer. Est-ce qu'ils nous font vraiment du bien? Est-ce que c'est la qualité de l'œuvre littéraire qui m'a fait du bien? Bon voilà, beaucoup de questions, je me pose beaucoup de questions toujours, donc voilà. Mais je crois que j'ai trouvé la réponse idéale. Je vais dire que c'est À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux. Ce livre m'a fait du bien pour deux raisons. Déjà parce qu'il a confirmé ma rencontre avec Madeleine Bourdoux, que j'ai d'abord lu avec La femme de Gilles. Donc j'ai lu La femme de Gilles puis À la recherche de Marie, j'avais pris une claque avec La femme de Gilles, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré Madeleine Bourdoux, et en lisant À la recherche de Marie, je me suis dit ah oui, d'accord. Et parce que le sujet est différent, et peut-être résonne un peu plus avec ce qu'on attend d'une œuvre féministe aujourd'hui, en 2025, il a aussi eu la place de résonner en moi d'une autre manière, c'est-à-dire pas simplement comme une œuvre d'art qui m'impressionne, mais aussi comme une œuvre qui me parle profondément, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu en Madeleine Bourdoux une autrice et une personne qui est vraiment en accord avec ce que je ressens, ce que je pense. Il y a une forme de communication, de communicabilité indescriptible entre Madeleine Bourdoux et moi, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti à la lecture d'À la recherche de Marie, et c'est pour ça que ça m'a fait énormément de bien, en plus du livre, de l'histoire, du style, voilà, qui est remarquable et qui traite de l'émancipation d'une femme, enfin voilà. Toujours des personnages complexes, qui ne sont pas lisses, qui résistent chez Madeleine Bourdoux, et des intrigues très intéressantes, voilà, une vision du monde qui moi me parle profondément, et c'est pour ça que j'ai adoré À la recherche de Marie, et que c'est un livre qui m'a vraiment fait du bien. Et au contraire, le livre qui a provoqué le plus gros coup de blues après la lecture. Alors comme je vous l'ai dit, je suis très émotive, je pleure beaucoup pendant mes lectures. Donc c'est pas toujours facile de répondre à ce genre de questions, mais là, indéniablement, je pense que c'est Vivre avec une étoile de Jerzy Whale, qui est un auteur tchèque. J'étais tout simplement inconsolable à la fin de ce livre, mais vraiment, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, c'était vraiment grave. Dans Vivre avec une étoile, qui est un roman paru donc au XXe siècle, Jerzy Whale raconte l'histoire de Józef Rubíček, un modeste employé de banque pragois qui tente de survivre pendant l'invasion allemande, donc les nazis qui envahissent la République tchèque. Józef Rubíček étant juif, il doit survivre. C'est vraiment la vie dans l'ombre, cachée, les petites vies minuscules, le petit rien, et c'est tellement déchirant comme livre, encore une fois. C'est tellement... on suffoque en fait, on a tellement peur pour lui, et en même temps il y a cette vision de Jerzy Whale qui
ironique, légère par certains aspects. C'est aussi un roman qu'on peut qualifier d'existentialiste en ce qui met l'accent sur l'existence et les moyens d'exister dans une certaine condition. Enfin voilà, c'est magnifique. Je vous enjoins vraiment à découvrir L.J. Whale, que moi j'ai découvert avec Vivre avec une étoile et Mendelssohn est sur le toit, qui sont deux romans qui traitent de la Shoah, de cette période de la Shoah, mais de manière très différente. Vivre avec une étoile, moi ça m'a détruite, mais j'ai trouvé que c'était une œuvre littéraire absolument remarquable. On s'approche de la fin, avec la 20e question, qui porte sur le livre qui m'a fait tout oublier. C'est-à-dire donc le roman le plus addictif, et sans aucun doute, ce roman pour moi, ça a été La Recluse de Whitfell Hall d'Anne Brontë, dont je ne cesse de vous parler en cette fin d'année, donc je ne m'étends pas, mais c'est le mystère de cette jeune femme qui arrive au manoir de Whitfell. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-elle seule? Pourquoi a-t-elle de telles idées sur l'éducation de son fils? C'est ce qu'on va découvrir, c'est un roman qui est subtil, qui est fin, qui est délicieusement écrit. Tout est parfait. Lisez La Recluse de Whitfell Hall, lisez Anne Brontë, je vous en supplie, vous ne serez pas déçus. Et on pourrait aussi mentionner Le Comte de Monte Cristo comme lecture beaucoup trop dangereusement addictive. Le livre qui m'a donné envie de tout plaquer, eh bien c'est le livre qui me donne envie de tout plaquer actuellement puisque c'est une lecture en cours. Il s'agit du Cheval Blanc d'Elsa Triolet. Un livre qui était dans ma pile à lire pour 2025 et que je lis dans les arrêts de jeu, n'est-ce pas? Toute fin décembre. Et ouais, ça donne envie de tout plaquer ce livre. Alors, j'en suis à la moitié, donc je ne sais pas ce qui se passe après, je prends des risques en vous disant ça. Mais en tout cas, dans la première partie, on suit Michel Vigo qui mène cette vie de bohème, enfin, d'errance de lieu en lieu, où il arrive toujours d'une manière ou d'une autre à se faire comme une famille. Et il part à chaque fois sans dire au revoir, sans laisser de traces. Mais on se dit que la vie est simple quand on voit ça. Genre, il part et puis il retombe dans un endroit génial où, alors, bon, il y a des moments un peu plus durs, mais il retombe dans un endroit où il y a de l'amour, où il y a, enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très très chouette, ça donne envie de vivre une vie libre et de moins se prendre la tête, tout simplement. Donc ça donne envie de tout plaquer. C'est le Cheval Blanc et puis ça me permet de mentionner ce texte qui pour l'instant est une excellente lecture. 22e question, le livre dans lequel je voudrais me promener. J'ai trouvé cette question adorable et j'aimerais vraiment savoir ce que vous répondriez à cette question. Moi j'ai hésité. Je vais dire La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, que j'ai lu au tout début de l'année, qui n'a pas été une lecture exceptionnelle mais que j'ai bien aimé et il me reste en tête alors non seulement ce Paris du 19e siècle, au théâtre, à l'opéra, que j'ai très envie de découvrir, si je peux y aller ça me va très bien, mais aussi, même en banlieue parisienne, je revois la maison dans laquelle les amants s'installent à un moment donné, et ça avait l'air tellement paisible et beau. Alors c'est pas tant pour l'histoire elle-même que je m'y promènerais, même si bon, pourquoi pas, mais vraiment pour ce Paris du 19e siècle, et à ce titre, je pourrais mettre vraiment tous les romans du 19e siècle, voilà, à force de lire dessus, enfin, j'ai envie d'y être, j'ai vraiment envie d'y être, je suis fascinée par cette époque, par cette société, alors je dis pas du tout que je voudrais y vivre, hein. Surtout en étant une femme. Voilà, c'est un univers qui me plaît et j'aimerais bien m'y promener tout simplement, donc puisqu'on me propose, moi je prends. Et on arrive un petit peu aux récompenses de l'année avec l'auteur ou l'autrice de l'année, puis le personnage de l'année. On commence par l'auteur ou l'autrice de l'année, et ce n'est autre que Madeleine Bourdoux pour moi. Alors je ne l'ai pas excessivement mentionné dans cette vidéo, mais on en parlera dans mes meilleures lectures de l'année la semaine prochaine, et j'en ai largement parlé dans ma dernière vidéo que je vous invite à aller voir. C'est sur 6 autrices que j'ai adoré découvrir cette année et que je vous conseille de lire ou de relire cet hiver, vraiment n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas, Madeleine Bourdoux, cette autrice belge du XXe siècle, qui est donc l'autrice de La Femme de Gilles, qui est son roman le plus connu, mais qui a aussi écrit À la recherche de Marie, et j'ai aussi lu d'elle 7 nouvelles cette année. Avec Madeleine Bourdoux, c'est une rencontre, c'est un coup de foudre, je ne peux pas l'expliquer, donc pour moi c'est ma découverte de l'année, c'est l'autrice de l'année, c'est peut-être l'autrice que j'ai le plus lue, et j'ai adoré la découvrir, donc ça ne pouvait être personne d'autre. Je mettrai quand même 2 mentions spéciales pour L.J. Whale, l'auteur tchèque dont je viens de vous parler, donc du XXe siècle, et Alessandro Baricco bien sûr, qui ont été des auteurs que j'ai adoré découvrir et que je vais continuer à découvrir sans aucun doute dans les prochaines années, et j'ai déjà hâte de lire leurs œuvres. Alors pour L.J. Whale, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué dans la mesure où je crois qu'il n'y a pas beaucoup de ses œuvres qui sont traduites, mais je vais me renseigner. Et puis Madeleine Bourdoux, je vais me donner les moyens d'aller trouver les livres qui ont été édités puis qui ont disparu, donc voilà. Et maintenant le personnage de l'année. Alors je suis pas
si attachée que ça au personnage, à la notion de personnage, mais je trouvais que c'était sympa et je suis très curieuse d'avoir vos réponses à cette question. Et pour moi, le personnage de l'année, c'est Claudine. Alors pas ma Claudine, pas cette Claudine qui est en train de faire la sieste à côté de moi là, vraiment très profondément. Mais la Claudine de Colette, bien entendu. J'ai lu cette année Claudine à l'école et Claudine à Paris, donc les 2 premiers tomes de la saga, et j'ai été mais charmée par ces livres. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à des romans aussi subversifs, aussi marrants, aussi... Bon. Mais en même temps, j'aurais dû m'y attendre, c'est Colette, c'est quand même Colette. Et c'est génial, et j'ai adoré, adoré, adoré Claudine, son personnage effronté, cette petite fille qui n'a peur de rien, qui n'en fait qu'à sa tête, enfin elle est juste géniale. Donc voilà, en y réfléchissant, voilà, il y a beaucoup d'autres personnages que j'ai appréciés cette année, mais celui qui ressort, celui qui brille pour moi, c'est Claudine, et je suis bien contente d'avoir appelé mon chat d'après ce personnage. Parce que d'ailleurs, le nom de Claudine, c'est une double référence, donc il y a la Claudine de Colette, et puis il y a une autre Claudine qui est un petit peu moins connue. J'aurais été bien embêtée de pas aimer ce personnage, tout va bien, tout rentre dans l'ordre, Claudine pour moi, c'est le personnage de l'année. La dernière question, c'est le livre le plus marquant. Je vous propose de répondre dans les commentaires. Moi, je ne vais pas y répondre. Je ne vais pas y répondre puisque ma prochaine vidéo est dédiée à mes meilleures lectures de l'année. Donc, vous allez voir 10 livres marquants de mon année. Ce serait vraiment redondant. Et puis, cette vidéo, je pense, est déjà assez longue. Donc, je vous laisse répondre. Et pour les miennes, vous le saurez dimanche prochain. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que ce format avec cette liste de 25 questions vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, comme je vous disais, à répondre aux questions en commentaire. En bref, vous l'aurez compris, j'ai passé une très belle année de lecture 2025. J'ai fait de nombreuses découvertes, je suis quand même restée dans ma zone de confort, mais j'ai essayé d'en sortir par-ci, par-là. Plus qu'approfondir des auteurs et des autrices que je connaissais déjà, j'ai vraiment découvert, j'ai élargi mes horizons, j'ai rencontré des œuvres incroyables. Voilà, d'ailleurs avec les auteurs, autrices que je connaissais déjà, ça n'a pas été forcément un franc succès. Je peux penser par exemple à Marguerite Yourcenar. Bon voilà. Les œuvres que j'ai lues d'elle cette année n'étaient pas forcément géniales, mais je ne perds pas espoir, elle sera lue encore une fois en 2026. Je suis très reconnaissante d'avoir lu tous ces livres. Je pourrais vous faire une vidéo sur la manière dont je choisis mes lectures maintenant, parce que c'est vrai que ça a beaucoup évolué, mais il y a beaucoup de booktube. Donc n'hésitez pas à laisser vos recommandations, parce que je lis vraiment les livres dont j'entends parler sur les réseaux, et souvent ça se passe très très bien, comme vous avez pu le voir. En tout cas, moi j'ai hâte de finir l'année en beauté avec Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, et je suis très impolie parce que je ne me suis même pas enquis de vos fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, vraiment que vous passez une belle fin d'année 2025. Nous, on se retrouve l'année prochaine, dimanche prochain, pour la vidéo sur les 10 meilleures lectures de l'année 2025. D'ici là, prenez soin de vous, passez du bon temps, prenez le temps pour cette fin d'année et faites de très belles lectures surtout. Merci encore, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aimer, booster, tout ça, tout ça, tout ça. On se revoit très vite, à bientôt.